Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue à un nouveau webinaire de EpiWin. Aujourd'hui, nous avons devant nous un sujet extrêmement important, s'unir pour mettre fin à la violence numérique, la sécurité numérique comme impératif donc, en matière de santé publique, question de genre, lors d'urgence. J'espère que vous entendez bien. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Vous souhaitez bienvenue à ceux qui se connectent de très loin, s'il peut être très tard ou très tôt pour vous. Merci beaucoup de votre participation. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Epimune, le but, c'est de rendre les informations sur les urgences sanitaires accessibles et éclairer la prise de décision par le public et par les preneurs de décision avec des informations scientifiques. Aujourd'hui, nous avons un sujet extrêmement important, un panel d'orateurs remarquables avec Dr. Stella Chumpong, qui est directrice au département de la préparation face aux urgences sanitaires, Madame Rim Al-Salem, rapporteure spéciale des Nations Unies chargée des questions de violences faites aux femmes, et beaucoup d'autres orateurs. Mais avant de passer au fond du sujet, quelques remarques de maintenance. Notre webinaire est enregistré. L'enregistrement sera diffusé plus tard. Nous aimerions vous inviter à vous présenter dans le chat. N'hésitez pas donc à vous présenter, nous dire d'où vous venez. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte Q&A, donc questions-réponses sur la plateforme Zoom. Pour commencer, nous aimerions entendre votre opinion. Que pensez-vous de cette thématique? Nous allons utiliser slido.com. Je vous invite à rejoindre donc la discussion sur slido.com avec le code 9743249. Nous aimerions savoir ce que vous entendez par violence fondée sur le genre, la violence numérique fondée sur le genre. Pouvez-vous écrire en quelques mots votre interprétation de ce concept? Donc, euh, violence fondée sur le genre facilitée par les technologies, exclusion, mauvaise conduite, absence de consentement, euh, quelque chose comme le cyberharcèlement, discrimination, etc. On n'avait pas besoin de réécrire le code de Slido. Il suffit de nous envoyer quelques mots qui décrivent la violence fondée sur le genre numérique. Donc, la victimisation, la violence et d'autres. Nous aimerions recueillir encore quelques retours. Violence psychologique, émotionnelle, discrimination, mauvaise conduite, harcèlement, comportement non éthique. Donc, ce sont ici les leaders. Violence psychologique, conflit psychologique. Merci. Donc, je vais garder le slide ouvert. Je serai ravie d'en entendre plus de votre part au cours du webinaire. Je vais pour le moment donner la parole au docteur Vera qui se trouve à côté de moi. Quelques dernières précisions. Il s'agit d'un webinaire qui nous permet d'échanger des connaissances, d'en apprendre les uns des autres et renforcer ce domaine d'action. Je vous invite à exprimer vos opinions de manière respectueuse. N'hésitez pas donc à nous écrire dans le chat. Je vous invite à rester précis, respectueux et constructif. Bien sûr,
sur la question de la violence fondée sur le genre, hein. Dans le cas d'un manque de respect, nous allons limiter la participation au webinaire. Merci beaucoup, Supriya. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre, d'investir votre temps dans ce webinaire. Nous apprécions grandement votre participation. Le doxing, le trolling, les fausses vidéos et images générées par IA, le cyberharcèlement et beaucoup d'autres termes. Que veulent dire ces termes? Que ont-ils à voir avec les femmes, la violence fondée sur le genre, les communautés? Aujourd'hui, nous avons mis en place des initiatives contre les violences fondées sur le genre. Nous avons fait des questionnaires, des sondages. Nous avons reconnu ceci comme un thème extrêmement important. Donc, je ne vais pas ici m'attarder sur les détails de ces concepts. Je ne suis pas experte sur ces conceptions. Nous avons des orateurs beaucoup plus chevronnés que moi-même, mais avant de commencer à explorer ces différentes thématiques et leurs intersections, il est utile de nous tourner vers quelqu'un qui est mieux placé pour nous fournir donc une déclaration. Hmm, donc, pour vous accueillir, j'aimerais vous donner la parole à Dr. Stella Chungang, qui est directrice du département de la préparation aux urgences sanitaires, présidente du groupe de travail sur le genre, qui travaille donc sur les interventions en situation d'urgence. Elle va donc parler de préparation, de protection contre la violence numérique, pourquoi la violence numérique doit être gérée, notamment dans le contexte de la santé publique et du travail de la santé. Merci beaucoup à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre malgré votre travail très chargé. Au nom de notre programme de lutte contre les urgences sanitaires de l'OMS et du groupe de travail sur les questions liées au genre. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire qui fait partie donc de notre initiative 16 jours d'activisme, d'action contre la violence faite aux femmes, notamment la violence numérique contre les femmes et les fillettes. La violence numérique peut des fois sembler très loin des questions de santé publique, mais quand on se penche sur la thématique de plus près, on se rend compte que les systèmes numériques aujourd'hui sont le pilier de notre travail, surtout en situation de crise. Il est très clair que la violence numérique est en fait une question prioritaire. Elle touche à la confiance en les intervenants sanitaires, elle touche à l'efficacité, l'organisation des interventions d'urgence. Donc, cette thématique tombe à point nommé. Donc, le secrétaire général des Nations Unies est également donc mentionné. Et les violences numériques faites aux femmes. Dans son rapport, il y a des conséquences très dures pour les droits des femmes, leur participation à la vie publique. Nous, la rapporteure spéciale également des Nations Unies, chargée des questions de la violence contre les femmes, nous rejoint également aujourd'hui. Nous serons rejoints également par Dr. Eugène Koungyu, qui est directeur adjoint de la réponse humanitaire du Fonds des Nations Unies pour la population et d'autres. La violence numérique et la violence facilitée par les technologies sont une nouvelle forme d'abus qui se développe très rapidement. Entre 16 et 20% des femmes ont déjà fait l'expérience de la violence en ligne, harcèlement en ligne notamment. 73 des femmes journalistes communicantes font face à de la violence également. De manière générale, la plupart des deepfakes générés par intelligence artificielle n'ont pas fait l'objet d'un consentement, sont très fortement sexualisés. Les femmes et les enfants font l'expérience de l'exploitation sexuelle. Les différentes statistiques révèlent donc plus qu'un problème. Elles
Ça expose également une fracture entre les sexes avec les femmes qui sont touchées beaucoup plus que les hommes, notamment avec des conséquences pour des carrières qui peuvent être brisées et des vies très fortement atteintes. La violence contre les femmes et les filles inclut la violence numérique. Elle touche donc à la vulnérabilité des femmes dans le cadre de conflits, flambées de maladies, de désastres, de catastrophes naturelles. Les femmes sont d'autant plus vulnérables. Nous utilisons des outils de collecte de données, des plateformes de coordination, des outils de communication numérique avec les communautés, etc. Ces différentes couches créent des risques supplémentaires, des risques notamment pour les intervenants qui deviennent une cible en ligne, notamment pour le doxing, donc la divulgation malveillante de données partenaires, les différents deepfakes, donc les manipulations de vidéos fausses, des images ou des vidéos qui ont été euh, manipulées pour créer une image faussée de la personne. Les différents leaders de communauté et d'autres sont très souvent ciblés. Ces attaques portent atteinte à la santé mentale et aux besoins psychosociaux de ces personnes. Deuxièmement, les attaques numériques contre les différentes personnes visent à saper la confiance en les intervenants, notamment avec une attaque contre les experts, les femmes spécialistes dans le cadre de conflits. Cela érode donc la confiance dans les équipes d'urgence et cela met à mal la communauté, la communication avec les communications qui est plutôt qui est pourtant au centre de nos efforts. Très souvent, les femmes qui interviennent sur le terrain sont également ciblées, leur crédibilité est mise à mal. Ensuite, dans les différentes situations d'urgence humanitaire, les femmes ont moins accès aux appareils qui sont connectés à Internet, ont moins d'accès aux différentes plateformes. Très souvent, donc, elles n'ont pas le même accès aux différents outils qui pourraient sauver des vies, alors que la violence fondée sur le genre ne semble pas être la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de situation d'urgence. Elle a néanmoins un effet très important. Nous devons en parler. Nous devons parler du renforcement de la sécurité numérique qui doit être au fondement des planifications d'intervention d'urgence. Nous devons intégrer la protection contre la violence numérique avec des protocoles contre le harcèlement, des garde-fous pour protéger l'identité des membres du personnel, la cybersécurité et des réponses, des mécanismes d'intervention rapides en cas d'incident. Nous devons également nous pencher sur la question de la et l'inégalité entre les sexes qui existent. Les femmes doivent avoir accès à des appareils sécurisés, à une connectivité abordable économiquement. Sans l'accès à ces appareils et à la connectivité, les femmes peuvent être exclues de mes services de messagerie, par exemple, d'alerte. Dans le cadre des opérations et des interventions, nous devons mettre en place des mesures de prévention contre la discrimination, contre l'exploitation numérique. La préparation, ce n'est pas simplement une question de technique, il s'agit vraiment de protéger la dignité des personnes, de protéger la sécurité des personnes et protéger les chefs de file. À l'OMS, au sein de notre programme d'intervention urgence, nous avons lancé un appel à l'action. Nous avons une campagne qui dure une dizaine de jours. Donc, nous faisons la promotion de plusieurs éléments ici, la diffusion de, d'informations axées sur la science pour garantir la promotion d'un message de notre appel pour les communautés plus sûres. Nous soutenons les femmes en tant que chantres de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les violences fondées sur le genre.
le renforcement de la coordination pour les différentes solutions à apporter. La sécurité numérique, c'est la santé et c'est la sécurité sanitaire également. Nous devons avoir zéro tolérance pour la violence, qu'elle soit en ligne ou hors ligne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Stella. Merci beaucoup de cette déclaration liminaire essentielle, d'avoir jeté les bases de notre discussion. Votre perspective est extrêmement importante, qui met l'accent sur la perspective des populations les plus vulnérables. Nous allons maintenant nous tourner vers la perspective du Fonds des Nations Unies pour la population. Les questions de violence fondée sur le genre restent essentielles pour notre partenaire. Cela concerne notamment la protection de la santé sexuelle et reproductive, la protection de la santé des femmes et des filles, la protection contre les violences fondées sur le genre. Nos partenaires donc répondent très rapidement aux différentes interventions. Avec nous aujourd'hui, Dr. Eugene Kongui, qui représente le Fonds des Nations Unies pour la population. Dr. Kongui est donc le directeur adjoint de la division chargée de la réponse aux urgences humanitaires du Fonds des Nations Unies pour la population et se penche notamment sur la question de la protection des femmes et des filles dans le contexte d'urgence. Son rôle lui donne une perspective très près du terrain. Je donne la parole à Dr. Eugene Kongwe. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tout à chacun. J'aimerais exprimer ma très sincère gratitude à EpiWin de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir invité donc, le Fonds des Nations Unies pour la population, alors que nous voyons l'émergence de nouvelles technologies, intelligence artificielle, réseaux sociaux et autres. Nous voyons de nouvelles manières dont se traduit la violence, notamment la violence faite à l'égard des autres personnes et à l'égard des femmes en particulier. Nous voyons émerger donc de nouvelles manières dont ces technologies peuvent détruire des vies, notamment le doxing, la divulgation des informations, les fausses vidéos, les fausses images. Donc, nous voyons des termes nouveaux émerger que nous connaissions pas auparavant. Donc, le mal causé ne s'arrête pas à l'écran. Le mal causé a un impact sur les vies des personnes. Les centaines de milliers de femmes et de filles qui sont touchées sont les plus affectées. Donc aujourd'hui, plus de la moitié des femmes utilisatrices d'Internet ont fait face à la violence en ligne. Les femmes et les filles sont les plus touchées par ce fléau, notamment dans les zones de conflit. Les données sont néanmoins limitées car c'est un nouveau domaine d'action et d'études. Très souvent, la violence est corrélée avec l'absence de cadre réglementaire, des mesures de prévention et autres, une littératie numérique très réduite. Donc tout cela est lié également au contexte humanitaire. À nos différents offices sur le terrain font rapport donc de la part de différents pays, donc du Népal, d'Afghanistan, Palestine, RDC et autres. Nos données montrent que les taux de la violence en ligne sont en augmentation. Nous savons que la- l'exploitation malveillante des espaces en ligne est de plus en plus présente, le doxing et autres, la violence fondée sur le genre. Nous voyons donc les auteurs de la violence, les victimes de la violence, pardon, ont peur d'utiliser donc Internet, d'aller en ligne. Et nous devons protéger les familles et les communautés.
notamment à certains checkpoints, donc points de vérification sur le terrain, les téléphones sont vérifiés. Nous recevons des messages sur donc la violence faite aux femmes. Nous voyons également un déni de la technologie des fois. Donc pour certains, dans certains pays, Internet et donc euh, l'accès à Internet est empêché par les gouvernements. Très souvent, les personnes ne peuvent même pas se connecter à Internet. Cela aboutit à un certain nombre donc, de difficultés, notamment le manque d'accès aux soins de santé. Nous avons très souvent besoin d'Internet pour avoir accès à ces services en ligne, mais cela concerne également les formations, l'éducation. Donc, nous voyons un taux important d'échecs scolaires ou universitaires, notamment à cause de cyberharcèlement. C'est un problème également pour la participation économique à l'économie. Donc, très souvent, si l'on renonce à Internet parce qu'on a peur, hein, on n'a plus accès à des débouchés économiques. Donc, la capacité d'action politique est également importante. Donc, des voix sont éteintes, censurées dans le cadre à cause du harcèlement. Très souvent, dans certaines communautés, les seules manières de participer, c'est de participer en ligne. Donc aujourd'hui, donc certaines personnes sont privées de cette possibilité de participer aux décisions politiques. Donc la liberté en ligne et la protection en ligne, c'est le droit à la non-discrimination, à l'expression, à beaucoup d'autres droits qui sont violés très gravement. Donc, pour le Fonds des Nations Unies pour la population des Nations Unies, c'est un problème très sérieux. Nous mettons en place des efforts pour mieux comprendre la situation et que mettre en place pour aborder cette nouvelle ère. Notre directeur a très récemment dit que la fin de la violence numérique demande une élaboration très précise des technologies, donc un cadre de reddition de comptes, une harmonisation des coordinations de mesures. Le Fonds des Nations Unies pour la population travaille pour soutenir nos intervenants en première ligne dans différents pays. Ils le font déjà en Syrie, Palestine. Ils investissent dans des technologies dédiées pour soutenir des plans de lutte contre la violence faite aux femmes, la collecte de données, l'analyse. Nous travaillons également au niveau donc, de l'analyse pour comprendre les différentes formes de violence fondées sur le genre. Nous avons mis en place un certain nombre de plans et de mécanismes de coordination avec les partenaires. Au Cameroun, nous avons organisé une étude sur la violence fondée sur le genre numérique. Donc, les résultats seront analysés et publiés sous peu. Nous travaillons également avec des centres de résilience informatique. Et nous avons des plateformes en ligne pour l'organisation de webinaires et de séminaires sur la violence numérique. Donc, la violence numérique est notamment prise en compte dans notre plan 2026 d'intervention en cas d'urgence humanitaire. Donc, nous devons continuer donc ces efforts. Nous ne pouvons pas simplement rajouter des technologies donc à nos efforts de travail. Nous devons être productifs et proactifs. Donc, nous devons utiliser les technologies de manière intelligente. Et donc, nous devons garantir que la protection des femmes et des filles est intégrée dans l'élaboration même de nos interventions et de nos mécanismes. Donc, nous devons nous pencher sur les données notamment et nous pouvons
Donc, utiliser les différentes données. Nous devons garantir la protection des données personnelles, notamment avec des firewalls. Donc, nous devons garantir que toutes les données de nos personnels et autres sont tout à fait protégées. En conclusion, notre approche ne se concentre pas simplement sur la restriction de l'accès à certains services en ligne, mais surtout sur la garantie de la protection, de la dignité, du bien-être en ligne et hors ligne également, que cela concerne dans les contextes de développement ou humanitaire. Donc, nous sommes engagés très fermement pour faire face à ce défi croissant, pour soutenir les communautés qui vont créer des espaces numériques plus sûrs pour tous. Merci. Merci beaucoup, Dr. Eugene Kongnui. La protection doit être aussi forte que la protection sociale. Nous devons garantir les écosystèmes numériques. Le Fonds pour la population a déjà réalisé un certain nombre de travaux pionniers sur la violence faite aux femmes. Vous pouvez consulter leur site. Beaucoup de ressources sont postées en ligne. Donc aujourd'hui, pour notre déclaration centrale, j'ai le plaisir de donner la parole à la rapporteure spéciale des Nations Unies, Madame Rim Al-Salem. Donc, elle est chargée des questions liées à la violence contre les femmes. Madame Al-Salem a plus de 20 ans d'expérience sur les questions d'égalité des sexes, la réponse aux urgences humanitaires et la protection des populations vulnérables. Donc, elle a travaillé dans euh, plus de 13 pays, notamment avec le Haut Commissariat pour les réfugiés et d'autres, avec l'UNICEF et d'autres, l'Organisation internationale des migrations et les différentes institutions internationales. Elle est experte en droit international humanitaire, droit international. Elle connaît la réalité à laquelle se heurtent les femmes et les filles dans des contextes de conflit. Donc, j'ai le plaisir de l'accueillir. Bienvenue à Madame Rim Al-Salem, donc rapporteure spéciale des Nations Unies chargée des questions de violence contre les femmes et les filles, ses conséquences et ses causes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour ces mots de bienvenue et merci à l'OMS d'avoir organisé ce webinaire en temps opportun et merci de m'avoir invité. Alors comme vous n'êtes pas sans savoir, la question de la violence en ligne ou la violence commise par le biais de technologies numériques est une question qui est très proche de mon mandat. Mon prédécesseur avait produit l'un des premiers rapports sur la violence numérique à l'encontre des femmes en 2018 et avec d'autres plateformes ou mécanismes régionaux qui traitent de discrimination et de violence à l'encontre des femmes et des filles. Nous avons publié un document de politique générale par le biais de la plateforme EDOA qui nous réunit. En 2022, nous avons publié un document de politique générale sur le sujet. Vera, ma collègue qui m'aide dans mon mandat et qui m'écoute, pourra mettre un lien vers ces deux rapports pour ceux d'entre vous qui nous suivez. Alors, je sais que je ne dis rien de nouveau lorsque je vous dis que nous comprenons que tout ce que les interactions en ligne par le biais des technologies du numérique sont très genrées et ça n'est pas une surprise. En effet, ces interactions reflètent les inégalités qui existent dans les choix entre les hommes et les femmes. On le sait, cela a été mentionné, que moins de femmes et de filles utilisent l'Internet que les hommes et les garçons, et on sait que les femmes et les filles sont confrontées à davantage d'obstacles que les garçons dans leur accès à l'Internet. C'est encore plus le cas dans les environnements humanitaires, dans les environnements de crise.
J'aimerais également dire que même si nous allons nous concentrer sur les difficultés, les lacunes dans la protection des femmes et des filles des violences en ligne perpétrées par les nouvelles technologies, cela ne veut pas dire que les technologies du numérique n'ont pas un aspect positif. Et j'aimerais vraiment le reconnaître de manière tout à fait formelle. En effet, ce que l'on voit, notamment en situation de crise, c'est que des groupes marginalisés, exclus, leurs membres, y compris les femmes et les filles, continuent d'utiliser ces technologies en ligne dès lors qu'elles y ont accès pour créer des réseaux de solidarité, participer au débat public et participer à des processus, ce qu'autrement elles n'arriveraient pas à faire. Ces technologies leur permettent de se faire entendre, de faire entendre leur communauté, d'exprimer leurs besoins. Elles ont réussi à lever des fonds et à se coordonner, non pas seulement entre elles, dans le cadre d'une riposte humanitaire, mais aussi avec des défenseurs des droits humains et des médiateurs de conflits. Alors bien évidemment, nous sommes tous au fait de la réalité, du côté plus sombre de la réalité. Nous sommes tous conscients qu'en raison de cet anonymat perçu, les espaces en ligne peuvent devenir des plateformes de violence et de menaces contre les femmes et les filles, y compris le harcèlement, l'exploitation sexuelle, les deepfakes, le harcèlement, ce que l'on appelle le doxing ou le grooming. Parmi ces violences en ligne qui exploitent les femmes et les filles, j'y inclus la pornographie, mais ça, j'y reviendrai ultérieurement. Je sais que beaucoup d'entre vous, forts de votre expérience, savent que certains groupes de femmes sont plus exposés que d'autres à ces violences pour des raisons d'intersectionnalité. Et dans mon expérience, les femmes et les filles qui sont particulièrement visibles dans la société ou qui ont des voix publiques très fortes sont aussi très exposées, que ce soit les femmes journalistes, les politiciennes, les défenseuses des droits humains, celles qui dirigent des réseaux de société civile, les femmes autochtones, les femmes qui défendent leur territoire, leur communauté de divers types d'attaques. Ce qui rend tout cela très genré, c'est que lorsque les attaquants utilisent un langage très sexualisé, très misogyne, ils visent non seulement à attaquer les femmes et les filles professionnellement parlant, mais ils essaient par ailleurs de les humilier en raison de leur apparence, de leur comportement ou de leur corps. Ceci peut avoir des conséquences très graves, notamment dans les sociétés où il y a des limites au comportement que peuvent avoir les femmes, à comment elles peuvent interagir. Et si on a l'impression qu'elles ne se conforment pas aux diktats de la société, eh bien cela peut avoir des conséquences très graves pour elles. Alors l'objectif reste toujours le même. Il s'agit d'intimider les femmes et les filles, de les réduire au silence, de les forcer à se retirer de la vie publique, d'abandonner ces rôles très publics, très vocaux, très visibles qu'elles ont endossés. Alors on parle de crise et à ce titre, je dirais que les violences commises en ligne deviennent un nouvel outil permettant de persécuter les femmes et les filles et permettant ainsi d'attaquer les communautés auxquelles elles appartiennent. Ces communautés peuvent être des communautés très vulnérables aux attaques en raison de leur race, de leur religion, de leur appartenance ethnique ou pour des raisons culturelles entre autres. Alors, je nous invite tous à aller au-delà des dégâts que causent ces violences en ligne sur le plan individuel pour que l'on se rende bien compte qu'il s'agit d'attaques qui vont au cœur de la démocratie et des sociétés dans leur ensemble. En effet, si l'on essaie de saper l'égalité, la participation de la moitié de la société, eh bien c'est la société dans son ensemble qui en souffre. Et j'aimerais dire que bien souvent,
l'on entend que essayer de limiter ces attaques ou à ces incitations en ligne, eh bien, cela pourrait aller à l'encontre de la liberté d'expression, de la liberté de penser, mais c'est un faux argument. Le droit international est très clair à ce sujet. Les humains n'ont pas des libertés illimitées. Leur liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et notamment lorsque les idées exprimées constituent une incitation à la violence ou constituent une violence en tant que telle vis-à-vis d'autrui, notamment vis-à-vis des femmes et des filles, du simple fait qu'elles sont de sexe féminin. Alors, comme cela a déjà été dit, malgré ces risques et ces difficultés bien connues, la réglementation existante continue d'être complètement inadéquate. Elle n'arrive pas à protéger les femmes et les filles de telles attaques. Alors oui, c'est super que certaines plateformes, certaines entreprises, les entreprises qui dirigent ce genre de plateforme essaient de s'autoréguler. Mais je joindrai ma voix à celle des autres pour dire que l'autoréglementation, ça ne suffit pas. Il faut des règles opposables. Il faut une supervision très robuste de la part des États et des gouvernements qui doivent s'adapter à la nature en constante évolution des violences, notamment celles commises par le biais de ces technologies du numérique. Alors par le passé, vous le savez, l'on parlait de pornographie, qui à mon sens est une forme de violence en ligne à l'encontre des femmes et des filles. Nous sommes maintenant confrontés à une explosion des deepfakes par le biais de vidéos. On a également de la pornographie générée par l'IA. Or, comme on l'a dit, tout ceci est créé sans le consentement des individus qui figurent dans ce matériel. Et on sait que les femmes, dans les situations de crise, notamment celles qui participent à la vie politique, à la défense des droits humains, peuvent être filmées. Elles peuvent être torturées, faire l'objet d'humiliations, elles peuvent être menacées, on peut leur dire que ce matériel sera fuité, sera transmis, ce qui est une cause de persécution contre ces individus-là. J'aimerais également dire et répéter que l'une des manières de traiter cela, de remédier à cela, c'est par le biais de l'éducation. Éduquer ceux qui sont des victimes de ces violences quant à leurs droits et quant aux endroits où ils peuvent accéder à un accompagnement psychosocial, juridique, les systèmes de signalement, les systèmes judiciaires doivent pouvoir traiter de ce genre de violence, ce qui n'est pas forcément le cas dans bon nombre de pays dont la législation est en retard sur ce front-là. Et puis il y a également les utilisateurs, notamment les hommes, qui doivent être éduqués quant à leurs obligations et à leur comportement dans de tels espaces. Je crois que nous sous-estimons aussi la mesure dans laquelle le fait que la gouvernance des plateformes numériques reste sous domination masculine. L'on a besoin de davantage de femmes présentes dans les organes de gouvernance qui façonnent les technologies du numérique. En effet, tant que les femmes continuent d'être exclues de cette gouvernance, leurs besoins ne seront pas pris en considération, tout du moins pas de manière suffisante.
Il faut que les violences numériques et en ligne soient traitées comme une priorité. C'est ce qu'elles méritent. C'est une réalité qui est transfrontalière et qui s'épanouit du simple fait de sa nature transfrontalière. Il nous faut une meilleure collaboration et davantage de partage de données pour suivre les incidents de violence en ligne et pour demander aux auteurs de rendre des comptes. Il faut également que les pays partagent leurs meilleures pratiques. En effet, on me demande souvent, les différents gouvernements me demandent souvent ce que font les autres pays pour s'attaquer aux violences en ligne. Je pense qu'il nous faut des opportunités plus structurées et plus fréquentes d'échanger. Alors je pense que je pourrais dire bien davantage sur ce sujet, mais je m'en tiendrai peut-être là pour l'instant et l'on pourra très certainement revenir sur un certain nombre de points durant la séance questions-réponses. Merci. Merci. Un grand merci à vous, Madame le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes et les filles. Merci de nous avoir dédié de votre temps et à si brève échéance. On l'a invitée et elle nous a répondu en 5 minutes. Elle nous a dit oui, bien sûr, je participe à votre webinaire. Alors un grand merci. Cette séance est enregistrée, ce qui veut dire que l'on pourra y revenir pour réviser et en savoir plus. Et n'hésitez pas à poser vos questions par le biais de la boîte de communication. Sujet suivant, communication des risques, participation des communautés et gestion de l'infodémie. Et pour présenter ce sujet, nous avons parmi nous un expert en la matière dans le cadre des urgences, des situations d'urgence sanitaire, M. Kai von Arbou, qui travaille à la protection des communautés et la résilience. Il travaille à l'intersection de la confiance publique, la communication et de la riposte aux situations d'urgence. Il va donc nous parler de communication des risques, de protection communautaire et de résilience. Merci d'accueillir très chaleureusement Monsieur Kai von Arbou. Merci beaucoup Vera, merci à Stella, à Eugene et à Rim qui ont bien planté le décor aujourd'hui pour nos discussions. Merci d'avoir organisé cet événement. C'est une bonne chose qu'il soit enregistré car ce qui a déjà été mis en avant sont des points absolument cruciaux pour beaucoup d'entre nous dans notre travail quotidien. Et merci de me donner l'occasion de parler très brièvement de ce que nous faisons du point de vue de la protection des communautés. Diapositive suivante. Je crois que beaucoup d'entre vous le savez, mais pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas entendu parler de la protection communautaire, il s'agit d'une des 5 priorités du 4 HEPR. La protection communautaire vise à préserver la santé, le bien-être des personnes affectées par des crises, notamment humanitaires. Lorsqu'on parle de bien-être, cela implique de manière implicite le bien-être psychosocial ou psychologique dont on parle aujourd'hui. Notre approche est fondée sur les leçons tirées de l'expérience de la pandémie de Covid-19, mais aussi différentes autres situations d'urgence sanitaire où l'on a vu le même type de difficultés, manque de confiance vis-à-vis des institutions, l'accès à l'information, l'absence d'adhésion aux directives de santé publique, notamment lorsque les messages ne reflètent pas la réalité locale. C'est une approche partagée notamment par la Fédération internationale de la Croix-Rouge, l'UNICEF, qui met les gens au cœur de tout. Avec 3 objectifs clés que vous voyez à l'écran. Le premier, c'est
La communication des risques, l'implication des communautés et la gestion des infodémies. Ça, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de faire en sorte que les communautés reçoivent des informations pertinentes, correctes, en temps opportun, et puis qu'il y ait des boucles de rétroaction pour remédier aux rumeurs qui sont très importantes dans ce genre de contexte et que l'on ait les systèmes en place pour répondre aux préoccupations communautaires. Deuxièmement, nous avons les interventions de santé publique environnementale au niveau des populations. Il faut faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre, qu'elles soient spécifiques au contexte, qu'elles soient réalistes. Donc il s'agit de voir non seulement les communautés, non pas seulement comme des bénéficiaires passives, mais comme des agents actifs qui co-créent les solutions. Et là encore, c'est un sujet très pertinent dans le contexte qui nous occupe aujourd'hui. Et puis, il s'agit de reconnaître et de traiter les facteurs de vulnérabilité, définir si les communautés peuvent se protéger d'elles-mêmes avec une sécurité de la rémunération, l'emploi, les inégalités hommes-femmes. Les violences de genre ont un rôle dans ces trois objectifs. Au cours de mes prochaines diapositives, je vais parler de protection des communautés, de ce que fait l'OMS pour aider les pays à traiter de ce problème qui va grandissant. Diapositive suivante. Comme notre directeur l'a déjà dit, la violence numérique est un impératif de genre et de santé publique qui affecte les femmes de manière disproportionnée. Les femmes expérimentent davantage de harcèlement en ligne, 3 voire 4 fois plus que leurs homologues masculins, ce qui diminue leur capacité à participer à la prise de décision communautaire, aux consultations numériques, notamment en matière de santé publique. Ces violences numériques est un facteur de désinformation, ce qui est très important pour nous à l'OMS si l'on veut protéger les communautés. Et notre approche RCCE dépend des messages de confiance par les infirmiers, les journalistes, les dirigeants des communautés, qui sont pour l'essentiel des femmes. Si ces femmes sont harcelées, si elles ne sont plus en ligne, eh bien, les rumeurs prennent le relais, ce qui aboutit au cycle que vous voyez à droite: violence numérique, silence, désinformation, perte de confiance dans ceux qui communiquent, intensification de la violence numérique, et le cercle se perpétue. On l'a vu avec la riposte à la polio, où les dirigeants communautaires qui plaidaient en faveur de la vaccination se sont retrouvés harcelés. Troisièmement, les violences numériques sont une question de santé mentale et psychosociale. Le docteur Eugene l'a dit, cela affecte le bien-être psychologique, cela contribue à la peur et cela empêche de participer dans les espaces numériques qui sont absolument essentiels en cas de situation d'urgence sanitaire. Et donc, l'accompagnement psychosocial et en santé mentale, c'est un élément essentiel pour nous. Enfin, les violences en ligne ont un impact sur ceux qui participent à la riposte. On a de plus en plus de femmes qui participent à la riposte, qui évitent toute communication en ligne, qui évitent d'être visibles après avoir été harcelées, ce qui affecte directement la riposte en cas de situation d'urgence, diminue l'impact de nos campagnes et érode la confiance. On l'a vu durant la pandémie de Covid-19, où beaucoup de leaders en matière de santé publique, y compris le personnel de l'OMS et des ministères de la Santé partout dans le monde, ont été ciblés en ligne de manière très agressive, ce qui a diminué la présence en ligne de ces personnes qui sont très importantes. Donc on doit reconnaître ce problème et en tenir compte. Diapositive suivante. Dans le cas, nous aidons les pays pour faire en sorte que leur communauté et les participants à la riposte puissent participer pleinement. On aide les pays à permettre une
pleine participation communautaire en ligne et hors ligne, y compris pour les femmes, les jeunes et tout groupe vulnérable dans le pays. Nous intégrons le genre dans nos systèmes RCCE et de gestion de la désinformation pour protéger ceux qui communiquent sur la ligne de front. On aide les pays à protéger les leaders communautaires pour faire en sorte que la sécurité en ligne soit intégrée dans les différents plans qui existent. On inclut des séances spécifiques sur ce sujet. Et comme vous pouvez le constater ici, vous voyez un exemple de deepfake. Cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises, qui a affecté une collègue bien connue. Il est important de s'y attaquer, comme c'est le cas ici. Alors après ma brève intervention, l'on verra des exemples d'interventions sur le terrain, mais quelques points d'entrée que je souhaite mettre en avant, d'autres ont été mentionnés, mais dans le cadre communautaire, pour traiter de cette question. Tout d'abord, les pays peuvent intégrer les questions de sécurité dans toute leur gestion des informations RCCE par le biais de formation. Ils peuvent diffuser des protocoles de sécurité pour les officiels qui s'expriment officiellement. Vous voyez ici les meilleures pratiques pour les organisations d'information. On encourage des mesures proactives contre le harcèlement, les premiers signes d'une attaque coordonnée par le biais de mécanismes. On aide les pays à les mettre sur place pour qu'ils puissent détecter le harcèlement très tôt et intervenir le plus tôt possible. Enfin, troisièmement, on recommande que les pays incluent ces violences numériques dans le cadre de leurs évaluations et de leurs plans, car c'est très important. Cela permet d'être sûr que les communautés aient accès à l'information. C'est une question intersectorielle, raison pour laquelle il est important de voir les différents secteurs participer à ce webinaire. En effet, il faut une coordination entre les parties prenantes qui soit très robuste. Pour conclure et répéter les mots de notre directeur, les violences numériques sont une menace pour la santé publique, pour la résilience des communautés. Nous souhaitons avancer sur ce sujet, étendre notre partenariat avec le FNUAP, l'UNICEF, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, le rapporteur spécial, entre autres parties prenantes. Merci beaucoup de votre attention. Merci Kai pour cette présentation très informative. Vous avez parlé de ce que c'est techniquement sur le terrain et nous espérons que vous pourrez nous aider à davantage sensibiliser pour que l'on puisse en savoir plus par rapport à ce sujet, comme vous l'avez dit, qui affecte différents secteurs. Alors avant de passer au témoignage des survivants du terrain, passons à notre sujet différent, à savoir la présentation de Madame Sohaila Shamseldine, qui est coordinatrice jeunesse et développement. Ou plutôt, pardon, nous passons à Mili Firi. Merci de nous avoir rejointes. Dr Mili Firi est journaliste indépendante et autrice dont le travail parle des réalités à la lumière des violences émergentes. Il s'agit de comprendre l'impact au-delà des mots. Merci d'accorder une chaleureuse bienvenue à Madame Firi qui va parler dont le sujet est survivre aux violences numériques. Merci beaucoup. Merci aux intervenants qui m'ont précédé. Merci d'avoir organisé ce webinaire.
Je travaille à l'université Walter Sisulu en Afrique du Sud. Je suis également journaliste et autrice. Et je vais vous parler des idées que j'expose dans mon livre, Violence fondée sur le genre, les réseaux sociaux en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est un endroit assez intéressant car c'est l'un des rares pays qui a ratifié toutes les conventions internationales et toutes les conventions régionales en matière de violence basée sur le genre, hormis une qui a été signée mais pas encore été ratifiée et qui porte sur les femmes en politique. L'Afrique du Sud est également intéressante car elle a adopté plusieurs lois en matière de violence fondée sur le genre. Et là, il dispose d'une constitution qui est en phase avec cette législation. 3 lois ont été adoptées très récemment et j'y reviendrai ultérieurement. Alors, je vais commencer par essayer de planter le décor. Pourquoi les violences numériques sont-elles une question de santé publique? On l'a déjà entendu, il s'agit de violences qui sont très ciblées. C'est ce que je vois de mon expérience en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Il s'agit de violences qui ciblent les femmes, les politiciennes, les défendeuses des droits humains, ainsi que la communauté LGBTQ. Les formes communes à ces violences, c'est bien le cyberharcèlement, ce que l'on appelle le doxing, le fuite d'informations confidentielles, le harcèlement sexuel, le fait d'être épié en ligne a un effet dévastateur sur les femmes et la surveillance numérique. Les violences numériques revêtent bien souvent une forme sexualisée. Elles comprennent des remarques misogynes, sexuelles, et ces violences escaladent pour attaquer les groupes que j'ai évoqués. Une journaliste a vu son numéro de téléphone fuiter sur X et s'est vue menacée par la suite. Une autre journaliste a été menacée sur X. On lui a dit qu'elle allait prendre une balle dans la tête. L'impact en santé publique est très clair. Ces violences numériques mettent à mal la santé mentale. Elles réduisent les voix au silence, on l'a déjà entendu, et puis elles affaiblissent les systèmes de communication en situation d'urgence. Diapositive suivante. Alors ce type de violence est d'ordre épidémique. Elle est bien souvent alimentée par la manosphère. Exemple de ces plateformes en ligne qui réunit les hommes, c'est Reddit, Red Pill. Sur ce genre de plateforme, on voit une hostilité qui rejette la faute sur le féminisme, qui normalise les violences contre les femmes, et créant des risques pour la santé des femmes. La surveillance des femmes résulte en ce que l'on a déjà évoqué. Elles se retirent des plateformes en ligne, des espaces numériques. J'ai l'exemple d'une journaliste avec laquelle j'ai parlé sur le terrain, qui a dû fuir le pays après des menaces persistantes en ligne qui ont été traduites dans la réalité. La perception du harcèlement en ligne a instillé en elle une peur telle qu'elle a dû se retirer des espaces publics. Le traumatisme en ligne sape la santé psychosociale des intervenants. Diapositive suivante.
Donc, j'aimerais maintenant me concentrer sur les interventions centrées sur les survivants. Non, en général, ces interventions sont vraiment ancrées dans la réalité que vivent les survenants. Nous avons notamment des lignes d'appel d'urgence qui sont donc mises en place. Les survivantes donc de ces violences peuvent appeler sans avoir peur d'être donc exposées ou déanonymisées et peuvent compter sur une approche discrète, un soutien discret et sain. Donc, j'ai également participé à ce travail. Dans ces interventions, l'on souligne l'importance de la santé mentale, mais également de la formation pour la cybersécurité, de l'importance des réseaux de solidarité et ces différentes interventions permettent de restaurer la confiance et fournir donc un soin de euh, santé, un appui social. Une des interventions, bien sûr, doit se concentrer sur le renforcement de réformes juridiques fortes. Donc, très souvent, les survivantes ne font pas confiance à la Cour de justice ou à la police dans certains cas. Il faut donc se pencher sur la possibilité de réforme juridique, le renforcement de la confiance. Il faut également une responsabilité des plateformes euh, qui incombe donc aux différents propriétaires de ces plateformes, mais également des lois de protection. Un autre thème qui est très important qui concerne la violence, c'est l'intervention des gouvernements. Certains gouvernements, comme je m'en suis rendu compte sur le terrain, très souvent, ils mettent en place donc des mesures de surveillance ciblées contre des femmes politiques ou des journalistes, des activistes. Donc très souvent, les gouvernements eux-mêmes utilisent les différentes technologies pour faire taire les personnes qui ne s'expriment pas de la manière dont ils le souhaiteraient. Donc, un grand nombre d'éléments entrent en jeu. Le trolling, également fondé sur le genre, est extrêmement répandu également. Donc, un espace d'harcèlement. Nous devons mettre en place des lois de protection des données en ligne pour aider les femmes à faire face à la violence en ligne. Diapo suivante, s'il vous plaît. Le militantisme féministe en soi, maintenant, son rôle est essentiel. Très souvent, la- les actions en ligne ont en effet un plateforme. Les plateformes en ligne peuvent être des espaces très utiles. Les différents hashtags peuvent être utilisés également comme les différentes campagnes Black Lives Matter, des MeToo et d'autres. Tout cela joue un rôle très important. Elle aide les femmes à exprimer leur opinion et faire part de leur expérience et ne pas se taire. Elle leur donne donc une plateforme pour s'exprimer, une véritable scène informatique sur laquelle elles peuvent prononcer leurs opinions. Et donc, les différents hashtags, les différents mouvements, par exemple le Total Shutdown Movement, ils sont tous liés à la formulation de ces euh, mesures politiques qui ont commencé en 2020. En Afrique du Sud, cela a abouti à la création de trois nouvelles règles et la création donc de nouvelles législations pour la régulation de ces différentes plateformes. Les plateformes sont en fait une opportunité de collaboration et l'échange de nouvelles idées.
Certaines plateformes peuvent être utilisées par des communautés de spécialistes, par exemple une plateforme de gynécologie ou obstétricien et autres. Donc, la création de ce genre de plateforme, c'est le résultat donc, des dialogues qui se tiennent sur ces dernières. Une dernière chose, ces différentes plateformes numériques lancent un appel, lancent un défi aux normes. Donc, on peut se poser la question de les, du nombre de femmes qui ont été donc repoussées de Internet, qui ont été poussées à renoncer à Internet, mais le contraire est également vrai. Donc, pour celles qui ont bien tenu leur position, combien ont pu répondre aux hommes? Donc, les défis sont extrêmement grands, les narratifs patriarcaux sont très présents, mais ce travail doit être fait. Beaucoup de, d'appels ont été lancés pour la création d'un registre d'auteurs de crimes sexualisés. Cette liste est disponible maintenant, mais elle n'a pas été rendue publique. Il y a encore une très forte pression sur ce sujet. Et pour en terminer, dernière diapositive, c'est un appel à l'action. Donc, je pense que la violence numérique est une sous-catégorie donc d'urgence de santé publique. Nous devons donner la possibilité aux survivantes de s'exprimer dans les cadres internationaux. La sécurité, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Ensemble, nous pouvons créer des systèmes qui vont pouvoir nous protéger et qui renforceront la confiance. Je m'en arrête là. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci. Merci beaucoup, Madame Milly. Donc, nous sommes passés à la réalité très personnelle, au niveau micro, après avoir discuté au niveau macro. Donc, il est très important d'avoir un aperçu de la situation sur le terrain. Nous avons besoin d'entendre des témoins pour obtenir des informations de première main. Donc, nous j'aimerais donner, j'aimerais donner la parole à Madame Soraya Selti, chargée donc du développement et de la jeunesse, qui travaille sur les questions de l'engagement avec la communauté. Elle nous présentera donc son idée sur la manière dont les jeunes personnes naviguent à travers ces différents défis numériques dans les contextes de crise. Donc, elle va nous donner la perspective de la jeunesse. Madame Soralia, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame Soralia, est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci beaucoup. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de préparer un PowerPoint, mais j'aimerais donc en effet vous faire part de quelques informations du terrain. Comme mentionné, je m'appelle Madame Sarala Ahmed Shamseddine. Je suis ravie de représenter une ONG nationale égyptienne qui travaille sur le développement, la jeunesse et les réponses aux crises humanitaires. Je travaille dans le domaine de la communication. Rôle, joue un rôle également au niveau du comité de la jeunesse des Nations de l'OMS. J'ai travaillé très longtemps à documenter l'expérience des survivantes de la violence. J'aimerais ici vous donner un aperçu de la perspective de la jeunesse concernant notamment cette question qui est de plus en plus présente dans toutes les régions, c'est la violence numérique. Mon travail n'est pas réalisé en première ligne, néanmoins, je lis tous les rapports, les interviews, les transcripts qui sont collectés par nos collègues. Ce qui me frappe, c'est que très souvent, la violence numérique semble n'être pas un, un problème secondaire, mais en fait, la préoccupation principale de beaucoup de réfugiés et victimes. Donc, les jeunes font part de trois éléments, notamment la menace du harcèlement en ligne ne s'arrête pas aux frontières. On peut déménager, mais la menace va continuer à vous suivre. Donc, il est très difficile de s'enfuir.
La menace numérique donc, traverse toutes les frontières, elle suit les survivants. Donc, ils ont conscience du fait qu'ils peuvent être suivis ou monitorés, ciblés. Nous avons mis en place des espaces sécurisés à Giza ou d'autres endroits où sont rassemblés les réfugiés. Nous avons donc des spécialistes qui font rapport notamment de chantage en ligne, mais qui aboutissent très souvent à des menaces de violence physique. Très souvent, ce genre de menaces pousse les filles à renoncer à des cours, des classes, des formations ou à l'utilisation d'Internet. Donc, c'est un schéma qui se répète dans plusieurs ensembles de données. Donc, la violence est numérique, mais les conséquences sont très tangibles. Donc, les différentes violations aboutissent à la dépression, au silence des victimes. Au niveau du terrain, ce que l'on peut faire et ce que notre organisation fait, nous abordons la violence numérique sur la base de la documentation de la pratique. Donc, nous nous concentrons sur la violence faite aux femmes. 90% sont des réfugiés et 10% émanent des communautés hautes. Nous fournissons des centres pour les survivantes, pour la gestion donc des conséquences. Nos efforts incluent également des formations pour la sensibilisation à la question de la protection en ligne, le soutien aux victimes de harcèlement et de chantage en ligne et un soutien aux victimes de menaces de violences, notamment sexualisées. Nous posons très fortement sur la communauté pour ce mécanisme. Nous avons intégré différents messages liés à la protection en ligne dans toutes nos communications. En 2024, notre programme d'autonomisation des femmes et des jeunes a fait participer plus de 63 000 individus à nos formations, notamment à des réfugiés, membres de la communauté et autres, à différents programmes de sensibilisation avec différentes thématiques qui ont été abordées. Et le but était donc de renforcer la sensibilisation, faire un dialogue communautaire et mettre en place donc un dialogue également avec le gouvernement. Les différentes menaces numériques sont discutées débattu très ouvertement pour réduire la stigmatisation et mettre en place également des partenariats, notamment avec l'OIT, pardon. Nous avons donc vu déjà comment l'autonomisation peut être à la base de la protection en ligne. Donc, une fois que l'on comprend bien les outils de protection en ligne, on peut garantir sa sécurité ou en tout cas la renforcer. Donc, tout doit commencer par un investissement dans la formation également des personnels humanitaires. Donc, nos personnels reçoivent des formations et formations continues, notamment sur la violence numérique, l'identification de cette dernière, les mesures de protection et de soutien, notamment psychosocial pour les survivantes de violence fondée sur le genre. Nous venons bien sûr que tout le monde puisse se sentir en sécurité en ligne et non pas ciblé ou encadré ou limité. Nous avons besoin donc d'un travail renforcé. Très souvent, les survivantes ne savent pas que quelqu'un est prêt à les prendre au sérieux. Donc, ces différentes mesures doivent renforcer la protection de la sécurité et dignité donc, des réfugiés alors qu'elles souhaitent travailler et s'intégrer dans les communautés. Donc, il est essentiel de fournir ce travail, notamment via l'intégration de la lutte contre la protection des femmes en ligne dans tous les cadres réglementaires pertinents. Donc, c'est une question très urgente. Deuxièmement, renforcer la collaboration régionale dans le domaine. La violence fondée sur le genre numérique et transfrontière. Nous devons donc accorder nos violons. Troisièmement, renforcer les initiatives pilotées par les jeunes et par les communautés. Les jeunes, donc, sont les leaders, les formateurs
et peuvent être des leaders au niveau de leur communauté également. Nous avons besoin de leur faire confiance aux jeunes pour élaborer des solutions qui seront bien entendues par leurs pairs, d'autres jeunes comme eux-mêmes. Troisièmement, donc le renforcement de la lutte donc, contre la violence numérique qui peut prendre beaucoup de formes, qui peut toujours évoluer, mais la protection doit garantir donc la possibilité de se déplacer et d'agir en toute sécurité. En créant ces centres de sécurité sécurisés pour les réfugiés, nous investissements sont dans leur avenir. Merci beaucoup. Et encore une fois, je suis ravie que tout ceci ait été enregistré parce que c'était très dense et il faudra que j'y revienne pour en profiter entièrement. Alors nous arrivons à un moment crucial de ce webinaire, à savoir la séance questions-réponses. Nous en avons reçu beaucoup, nous allons pouvoir en prendre quelques-unes. La première question s'adresse à Rim Al-Salam. Il y en a plusieurs qui lui reviennent, qui lui sont adressées. Mais je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel. J'ai un petit souci avec Teams. Donc pour le rapporteur spécial des Nations Unies, quel est votre point de vue sur les liens entre intelligence artificielle et violence numérique, notamment contre les femmes? Les statistiques semblent montrer une corrélation positive entre l'émergence de l'IA et les taux de violence. Si oui, pourquoi est-ce que les cadres législatifs sont tellement lents pour y réagir? Est-ce par manque de définition juridique de la violence fondée sur le genre ou est-il difficile d'identifier les auteurs de ces violences? Merci pour cette question. J'ai en fait publié ma réponse dans le chat, dans la boîte de discussion. La question des violences par le biais des technologies du numérique, y compris l'IA, cela a été l'une des questions dont j'ai traité dans mon dernier rapport au Conseil des droits de l'homme en juin de cette année, dans la section questions émergentes. Si vous regardez ce chapitre, j'ai pu faire la démonstration par le biais des statistiques disponibles que les violences par le biais des nouvelles technologies et notamment l'IA, c'est très genré et elles ciblent les femmes et les filles de manière très perturbante et très profonde. À titre d'exemple, en 2021, une étude sur les violences en ligne contre les femmes et les filles dans 45 pays du monde s'est rendu compte que 85% des femmes sondées avaient été confrontées à des violences en ligne, y compris le partage de contenus privés par le biais de réseaux sociaux et cyberharcèlement. 75% des images d'abus sexuels vues en ligne présentent des femmes. L'IA générative pour la création de vidéos manipulées, des images ou des audios sont utilisées à des fins malicieuses. Il y a donc beaucoup d'informations qui montrent cette corrélation. Il y a également le fait que les images manipulées d'abus sexuels, autrement connues sous le nom de deepfake, ciblent tout particulièrement les femmes. Donc nous disposons des données. Nous savons que c'est le cas. Alors pourquoi est-ce que rien n'est fait? Moi, je vais vous dire ce que j'en pense personnellement.
Je pense que beaucoup de bénéfices sont tirés du simple fait que l'on permet à ces plateformes de continuer sans aucune restriction, comme elles le font à l'heure actuelle. Et donc, d'un point de vue économique, c'est très rentable. Et puis, les outils internationaux, comme la Convention contre la cybercriminalité adoptée récemment au niveau des Nations Unies, permettent encore d'exclure par les États membres, dans le cadre de leur législation, des choses telles que les matériaux pédopornographiques qui incluent des adultes, y compris le matériel généré par l'intelligence artificielle qui ne présente pas un vrai enfant. Donc si ça n'est pas un vrai enfant, ça peut être produit et utilisé, donc visionné. À mon sens, c'est très préoccupant que ça ne soit pas considéré comme un crime. Il y a donc des freins, des obstacles. Certains refusent de traiter de ces crimes d'une manière appropriée. Merci beaucoup. Deux questions suivantes pour les deux hommes du panel, soit les représentants de l'OMS et du FNUAP. À l'heure actuelle, y a-t-il une quelconque politique structurelle en place pour combattre les violences en ligne? Et si oui, quelles sont les améliorations qu'il faut selon l'OMS et le FNUAP? Donc à l'heure actuelle, y a-t-il une quelconque politique structurelle en place pour combattre les violences en ligne? Et quelles sont les améliorations nécessaires selon l'OMS et le FNUAP pour que les choses s'améliorent dans ce domaine? Commençons par Kai. Merci pour cette question. Deux questions très importante et je me réjouis d'entendre ce que mon collègue du FNUAP a à dire là-dessus. S'agissant des orientations disponibles, moi je dirais que c'est un domaine en mutation, notamment étant donné la crise des ressources. Il y a beaucoup d'orientations en matière de violence fondée sur le genre. Notre cadre et différents outils qui existent sur l'accompagnement des survivants, etc. Mais en vérité, il n'y a pas de ligne directrice globale qui existe sur ce sujet qui est très important. Et du point de vue de l'OMS, c'est un trou dans la raquette. Je pense qu'il faudra y travailler ultérieurement. Au niveau du renforcement, je dirais que il y a trois domaines importants sur lesquels nous travaillons, notamment en termes d'approche de protection des communautés. Tout d'abord, il faut des données probantes en la matière. On en a mentionné beaucoup, mais je pense qu'il reste beaucoup à faire, notamment en matière de l'impact des violences numériques, comment cela affecte la participation des femmes dans des contextes bien particuliers. L'OMS est une agence de normalisation qui utilise les données probantes pour établir des lignes directrices. C'est absolument essentiel d'en avoir. Puis au niveau des approches à la supervision, là, il nous faut collecter des données de manière plus systématique pour avoir une idée globale de la situation et obtenir des éclairages en la matière. Il est important que cela soit fait de manière tout à fait éthique, c'est essentiel, et que l'on centre notre approche sur les gens. Troisième chose, ces éclairages que l'on obtient dans les deux premières phases, il faut les traduire en actions concrètes sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous nous concentrons en tant qu'unité de protection communautaire et à l'OMS dans son ensemble. On ne veut pas glaner des données probantes pour glaner des données probantes. On n'est pas des universitaires. Il faut que cela ait un impact dans la vie réelle, que cela aboutisse à des recommandations, à des plans ou à des procédures au niveau des pays et que cela se répercute sur les communautés. Voilà les trois domaines sur lesquels nous devons nous améliorer. Puis nous reconnaissons
du côté de l'OMS que ça ne doit pas être une approche descendante. Les orientations ne doivent pas être imposées de Genève sur le terrain, mais ça doit être le contraire. Il faut qu'il y ait une approche participative, que les communautés participent au développement des solutions sur ces problèmes. Ça, c'est un concept très important qui nous tient à cœur dans toutes les orientations que l'on développe. À vous. Merci Kai. Question assez évidente pour le docteur Conwy. En effet, je l'ai dit, le FNUAP a vraiment fait office de figure de proue en la matière. À vous. Bon, peut-être pas aussi évident parce que c'est un nouveau domaine. Sur le plan politique, les politiques évoluent du point de vue du FNUAP sur les questions de violence fondée sur le genre. Nous avons commencé en 2024 à intégrer les violences fondées sur le genre et les technologies dans les orientations au niveau des pays, mais c'est un domaine en constante évolution. On est encore en phase d'apprentissage, les choses changent et l'on continuera de s'améliorer au fur et à mesure que l'on collecte des données. Ceci étant dit, la politique générale, c'est une ligne directrice, c'est comme une ligne directrice que l'on développe au niveau des Nations Unies, mais on a besoin de cadres juridiques au niveau des pays qui fonctionnent. Beaucoup de pays ne disposent pas de politique qui inclut ce domaine. Ils sont très en retard. Ces violences évoluent bien plus vite que l'évolution de nos propres politiques. Maintenant, qu'est-ce qui doit être fait? Eh bien, beaucoup de travail reste à faire. Nous ne disposons pas encore de suffisamment de données probantes sur le sujet. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous baser sur des recherches et des données. Et puis, on a besoin de formation pour ceux qui sont sur la ligne de front. C'est un nouveau sujet. On ne peut pas partir du principe que les gens les traitent correctement s'ils n'ont pas encore été formés en la matière. Les collaborations, ça aussi, c'est capital. On a dit que c'est un sujet qui implique le secteur privé, les entreprises des technologies. On ne peut pas travailler dans notre coin et dire bah, nous, on va résoudre le problème pour vos plateformes. On doit travailler avec eux. Raison pour laquelle j'ai parlé de l'Éthiopie, où on travaille avec TikTok. Mais il faut impliquer ceux qui opèrent les plateformes. Ils doivent travailler avec nous. Et puis d'autres partenaires, les organisations de la société civile, les organisations internationales, les gouvernements. Il faut les impliquer dans la riposte. Voilà ce que je souhaitais dire. Merci. Merci, docteur Comini. Question suivante. Une question qui s'adresse à Sohaila. Au niveau du partage des données et de la collaboration entre les pays, quel est le groupe le plus vulnérable en matière de violence numérique en ligne fondée sur le genre? Peut-être que Madame Ferry pourrait donc nous répondre. J'ai l'impression que la personne s'est déconnectée. Oui, donc j'ai cru comprendre qu'il y avait une question du Malawi à mon adresse. Je vais pouvoir y revenir, mais j'aimerais donc ici répondre rapidement. Je pense que la personne demandait si elle partage des données et si en situation de crise, très souvent les crises sont très fortement renforcées
par l'absence de cadre réglementaire. Donc, en ce qui concerne le Malawi, vous pouvez vous concentrer sur votre constitution, les différentes règles en place. Donc, commencer le processus d'étude de, du paysage juridique, mais je pense que oui. Donc, pour comprendre ce qui peut être mis en place pour éradiquer ces différentes vidéos malicieuses. Quelle était l'autre question? Quel groupe d'âge est le plus affecté d'après votre recherche? Et en ce qui me concerne, je me suis concentrée sur les femmes. Les catégories d'âge étaient très différentes, entre 18 ans et jusqu'à des femmes très âgées. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en ligne, très souvent, les personnes tenaient des débats, et dans ces débats en ligne, il y a des attaques très misogynes contre les femmes qui participent à la discussion sur ces plateformes. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et que cela peut toucher toute femme. J'aimerais vous donner un exemple. Donc, je me souviens, une femme s'est exprimée sur un commentaire sur le mariage. Il me semblait en fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle s'était déguisée entre guillemets en ligne. Elle s'est fait passer pour un homme et elle a fait un commentaire. Et quand elle a révélé son identité féminine, la réaction était extrêmement négative. Donc, comment est-ce qu'une femme peut se permettre ce genre de commentaires, etc. Donc, euh, la violence ciblée en ligne est extrêmement présente également. Mais il faudra donc plus d'études pour savoir quels groupes d'âge sont concernés en particulier. Mais en ce qui me concerne, donc d'après mes études, tous ceux qui avaient accès à ces plateformes numériques, toutes celles qui avaient accès étaient concernées, quel que soit leur âge. Très bien, merci beaucoup. Donc nous en sommes pratiquement à la fin de notre webinaire. J'aimerais vous offrir quelques conclusions finales et pour clore formellement notre webinaire, nous allons redonner la parole à Dr Stella Chungong. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et intervenants. Merci beaucoup de cette excellente séance. Nous en avons appris beaucoup. Nous avons donc entendu de votre part et appris de votre part que la violence numérique est en développement rapide et l'intimidation est là. Elle fait taire des personnes. Le passage l'abus peut passer de forme numérique à une forme physique. Autant d'éléments que nous faisons face à la violence numérique fait du mal beaucoup de mal aux femmes et aux fillettes. C'est une érosion de la confiance également, et comme cela a été mentionné, c'est un des fléaux les plus graves et qui se répand le plus rapidement. Une forme particulièrement perverse de la violence fondée sur le genre. Donc, nous devons mettre l'accent sur des solutions de santé publique, des solutions institutionnelles, des changements politiques, des changements juridiques, législatifs. Nous avons entendu nos collègues parler d'outils numériques qui donnent la possibilité d'agir, des formations, la collaboration régionale et beaucoup d'autres idées encore. Les espaces numériques sont devenus un véritable front, une première ligne sur laquelle nous travaillons. Donc, nous devons continuer sur cette lancée. Nous en sommes dans 2 semaines d'action de lutte contre la violence. Nous devons garantir que toute femme et toute fillette peut participer à la vie politique, peut prospérer et vivre en sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout un chacun. Merci beaucoup à tous les orateurs. Nous avons recueilli un grand nombre de commentaires également.
Donc, dans les commentaires, nous voyons qu'il y a un très grand intérêt pour ce thème, beaucoup de commentaires très intéressants. J'aimerais remercier Dr. Stella, premièrement. Merci beaucoup de votre déclaration, source d'inspiration. Madame Vera, merci beaucoup. Madame Rim Al-Salem, Dr. Eugène Konyu, merci beaucoup. Dr. Kai Haibou. Et soyez là, merci beaucoup à tous les orateurs. Merci beaucoup donc de nous avoir rejoints. Je remercie également tous ceux qui ont travaillé en coulisses. Antoine, Michael, merci beaucoup. Vous êtes ici dans la salle, merci. Donc, vous avez rendu possible ce travail. Je remercie également Lynn, qui n'est pas ici dans cette salle, mais qui a joué un important, Mauricio et Romila. Merci beaucoup, donc, qui ont travaillé en coulisses. Les collègues des centres de collaboration, nous remercions également tous les participants à ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup de votre intérêt. Donc, vous nous avez rejoints de beaucoup de pays du monde. Nous apprécions votre intérêt pour le sujet et nous espérons faire avancer les travaux dans ce domaine avec vous. J'espère que vous nous rejoindrez également pour un webinaire EpiWin le 3 décembre. Donc, c'est une semaine très spéciale. Nous avons deux webinaires. Donc, mercredi, un autre séminaire EpiWin à la même heure. Merci beaucoup.